À la fête prénuptiale de ma sœur, je lui ai remis un dossier, acompte de la salle payée, crédit pour une robe sur mesure, et un chèque de 4500 $. Elle a souri d'un air suffisant et a dit « Ah, tu essaies toujours d'acheter l'amour. » Rire. Ma mère a chuchoté « Ne sois pas susceptible. C'est juste sa façon d'être. » J'ai repris le dossier, j'ai souri et j'ai dit « Et ça, c'est à moi. » Au matin, la boutique avait annulé sa commande de robe. L'organisateur a demandé un nouveau paiement, et son fiancé m'a envoyé un SMS plein de colère. C'était trop impoli. Elle l'a dit juste après que je lui ai remis le dossier. Il y avait environ 20 personnes autour de nous, ses demoiselles d'honneur, quelques amis de son studio de yoga, des cousins, notre mère. Tout le monde venait de finir ses minuscules desserts, et quelqu'un avait fait un toast sur la sororité, l'amour et la loyauté. Timing parfait, n'est-ce pas? Le dossier n'était pas tapé à accent grave-l'œil, juste un simple dossier bleu marine sans inscription. J'ai pensé à l'emballer ou à mettre un nœud dessus, mais ça me semblait forcé. Je ne voulais pas attirer l'attention. Je voulais juste lui donner quelque chose d'utile, quelque chose qui lui éviterait de stresser à propos des deux dépenses les plus importantes, la salle et la robe. Et l'argent supplémentaire, c'était juste parce que je savais que les choses dépassent toujours le budget. Elle n'a jamais demandé, mais je ne pensais pas qu'elle avait besoin de le faire. C'était ma sœur, alors je le lui ai remis et j'ai juste dit, tiens. Elle l'a ouvert lentement, comme si elle supposait déjà que ça allait être sentimental ou ennuyeux. Puis elle a vu les impressions, la confirmation du crédit de la robe, le reçu de la salle, le chèque. Elle a cligné des yeux. Puis elle a tenu le chèque en l'air pour que tout le monde le voie. Ah, a-t-elle dit, assez fort pour que la pièce se taise, tu essaies toujours d'acheter l'amour. Rire. Pas fort, plutôt des rires étouffés que les gens ne voulaient pas avoir, mais qu'ils ont eu quand même. Une de ses amies a même applaudi. Mon visage brûlait. Je me souviens avoir regardé notre mère. Elle m'a jeté ce regard rapide et familier et a chuchoté, ne sois pas susceptible. C'est juste sa façon d'être. Juste sa façon. Sa façon de te dénoncer devant les gens. Sa façon de transformer quelque chose de généreux en quelque chose de pathétique. Sa façon d'agir comme si c'était moi l'étrange parce que je me souciais trop des choses. J'ai repris le dossier sans rien dire de plus que « et ça, c'est à moi », et je suis sorti. Pas de drame, pas de voix élevée, juste parti. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement en regardant le dossier sur ma table de cuisine. Je n'avais pas pleuré. Je ne m'étais pas mis en colère. Mais quelque chose en moi avait basculé, comme si quelqu'un avait enfin appuyé sur un interrupteur dont je ne savais même pas qu'il existait. J'ai passé 3 appels. D'abord, à la salle. Le contrat était à mon nom. Je leur ai dit de libérer la date. Pas besoin de remboursement. Deuxièmement, à la boutique. Le crédit a été annulé. Sa robe a été retirée de la liste d'attente. Troisièmement, j'ai déchiré le chèque, puis j'ai brûlé les morceaux au-dessus de mon évier, en regardant chacun se transformer en cendres. Au moment où je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais 10 appels manqués. Ma sœur avait laissé 4 messages vocaux, 2 en pleurs, un en criant, et un qui disait juste « incroyable ». Puis son fiancé m'a envoyé un SMS, « Tu sabotes son grand jour. Ne t'immisce pas dans quelque chose dont tu n'as jamais fait partie. » Ça m'a fait rire. Tout ce que j'avais jamais fait, c'était m'immiscer discrètement, les aider à déménager, leur prêter de l'argent, couvrir ses mensonges, regarder mes parents se plier en 4 pour elle, même quand elle a disparu de Thanksgiving 3 années de suite. Je n'ai pas répondu aux SMS ou aux appels. Elle avait 3 semaines pour se débrouiller. La salle lui a fait un devis de 7000 $. La robe disparut. L'organisateur a refusé de continuer tant qu'elle n'était pas payée intégralement. Ils ont perdu près de 12 000 $ juste pour revenir à l'endroit où ils pensaient être quand je suis arrivé à cette fête. Et mes parents? Ils ont couvert le tout, se sont plaints tout le temps, mais ont payé. Puis, comme si de rien n'était, ma mère a laissé un message qui disait « Tu es toujours invité au mariage si tu veux venir. C'est à toi de voir. Nous aimerions que tu sois là. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne comprenait vraiment pas. J'y allais, bien sûr que j'y allais, pas pour célébrer, mais pour finir ce que j'avais commencé. Je savais que je n'étais pas le bienvenu là-bas. C'était clair dès l'instant où je suis entré dans la salle. Pas de salutation, pas de contact visuel,
juste quelques regards gênés de cousins éloignés qui ne m'avaient pas vu depuis des années. Je n'étais même pas sur le plan de table, pas officiellement. Mon nom n'était sur aucune étiquette de placement, et le coordinateur m'a regardé comme si je m'étais égaré dans le mauvais événement. J'ai trouvé une place au hasard au bord de la salle, près des haut-parleurs, et assez près du bar pour éviter la conversation. Je n'avais pas l'intention de rester longtemps, mais je ne partais pas sans dire ce que j'étais venu dire. La cérémonie était exactement ce à quoi on peut s'attendre de deux personnes qui avaient passé plus de temps à poser pour Instagram qu'à travailler réellement sur leur relation. Elle a lu des vœux qui ressemblaient à des citations de Pinterest. Il l'a appelé son « ride or die », ce qui a fait rire les jeunes invités et a suscité un regard confus de notre grand-tante Patricia. Ils se sont embrassés, tout le monde a applaudi, et j'ai regardé tout ça comme quelqu'un qui regarde le rêve d'un étranger. La réception était encore pire. J'étais coincé à une table avec 3 collègues de Jared, dont l'un s'est penché à un moment donné et m'a demandé « Alors, comment connaissez-vous le marié ?» J'ai juste souri et j'ai dit « Je ne le connais pas vraiment ». Ça a mis fin à la conversation. Quand la musique a commencé et que les boissons ont commencé à couler, je me suis levé pour me promener. Mes parents ont fait semblant de ne pas me voir. Ma mère riait fort, probablement plus fort qu'elle ne le pensait, et mon père parlait à un fournisseur de la façon dont la journée s'était déroulée sans faille, malgré quelques imprévus de dernière minute. J'ai failli rire. Finalement, les lumières ont baissé et quelqu'un a tapé sur un verre pour commencer les discours. La demoiselle d'honneur de Belle a commencé. Elle a fait une blague sur le fait qu'elle volait de la vodka dans le frigo de leur dortoir et a juré qu'elles étaient sœurs dans une autre vie. Puis est venu le garçon d'honneur qui a surtout parlé de la façon dont Jared était un coureur de jupons jusqu'à ce que Belle le dompte. Pas exactement romantique, mais personne ne semblait s'en soucier. Puis mon père s'est levé. Ça a fait taire la pièce. Il a remercié tout le monde d'être venu, a félicité Belle et Jared pour avoir construit un avenir fondé sur l'amour, et a même mentionné à quel point il était fier de les voir surmonter tant de défis ensemble. Il n'a pas regardé dans ma direction une seule fois. Pas quand il a parlé de famille. Pas quand il a remercié ceux qui s'étaient surpassés. C'était calculé, délibéré. Il voulait m'effacer discrètement. Puis le DJ a dit cette phrase que j'attendais, si quelqu'un d'autre souhaite dire quelques mots, le micro est libre. Je me suis levé. On pouvait sentir le changement. Quelques personnes se sont retournées sur leur siège. Quelques murmures. Ma mère s'est figée à mi-gorgée. Mon père a serré la mâchoire. Belle a regardé droit devant elle, faisant semblant de ne pas me voir marcher vers le micro. Je l'ai pris et j'ai souri. Bonjour tout le monde. Je vais faire court. Je suis David, le frère aîné de Belle. Il y a eu des hochements de tête, certains polis, certains hésitants. Je voulais juste dire que cette journée est incroyable. La salle, la robe, la nourriture, l'installation, vraiment magnifique. Et rien de tout cela ne se serait produit sans que quelqu'un ne se manifeste il y a quelques semaines, alors que tout était sur le point de s'effondrer. Maintenant, les têtes ont commencé à se tourner. Le visage de Jared a changé. Belle regardait toujours son champagne. J'ai proposé d'aider discrètement. J'ai payé la compte de la salle. J'ai obtenu un crédit pour une robe. J'ai donné de l'argent, pas pour être remercié, juste pour aider. J'ai tout remis à Belle dans un dossier à sa fête prénuptiale. Pause. Elle l'a tenu en l'air et a dit, tu essaies toujours d'acheter l'amour, et Harry. Silence de mort. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais passé la plus grande partie de ma vie à essayer d'être utile à des gens qui ne me voyaient que comme un plan de secours. Alors, j'ai tout repris. Chaque centime. Je les ai laissés se débrouiller seuls. Et d'après ce que j'ai entendu, ça leur a coûté environ 12 000 $. Maintenant, certains invités murmuraient. Quelques personnes ont regardé mes parents. Je ne suis pas amer. Je suis libre. J'en ai fini de faire semblant d'accepter qu'on se moque de moi et qu'on me demande ensuite de payer la facture. Je ne me tairai plus. Ça s'arrête aujourd'hui. J'ai hoché la tête une fois, j'ai rendu le micro au DJ et je suis sorti directement par la sortie de secours. Une personne a applaudi. Mon grand-père. Ça a résonné dans la salle stupéfaite comme une toux dans une église. Ma grand-mère l'a doucement poussé du coude et a secoué la tête. Il s'est arrêté, mais il n'avait pas l'air embarrassé. Il avait l'air fier. Dehors, je n'ai même pas attendu mon manteau. J'ai juste traversé le parking de gravier,
je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Personne n'a suivi. 2 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Mon père a parlé en premier. Tu as embarrassé ta sœur. Tu as embarrassé cette famille. Il n'a même pas pris la peine de demander pourquoi. Il m'a dit qu'ils en avaient discuté, et si c'était ainsi que je voulais agir, comme un enfant en quête d'attention qui pique une crise, j'étais exclu de l'entreprise familiale. Juste comme ça. Coupé. J'ai dit, d'accord, pas de questions, pas de dispute. Cette réponse l'a plus ébranlé que tout ce que j'aurais pu crier. Voici la 3e partie de l'histoire de David. 3e partie, la coupure. Après leur départ, je suis resté assis à ma table de cuisine pendant longtemps à ne rien faire. Juste à regarder le même point sur le mur. Je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais calme, comme si quelque chose de lourd avait enfin été soulevé. Même si ça laissait un vide derrière, être coupé de l'entreprise familiale aurait dû ressembler à une condamnation à mort. Mon père l'utilisait toujours comme une arme. Tu es le prochain sur la liste, disait-il, comme si c'était une couronne dont je devais être reconnaissant. Mais ça n'a jamais été accompagné de pouvoir, seulement d'attente, obéissance silencieuse. Montre-toi, tais-toi et sois utile. J'ai commencé à recevoir des appels presque immédiatement. Un des gars expérimentés de l'entreprise, Alan, a laissé un message vocal disant qu'il était choqué et espérait que ce n'était pas vrai. Il avait travaillé sous les ordres de mon père pendant 27 ans et m'avait dit plus d'une fois qu'il pensait que j'étais le seul à avoir le bon sens de moderniser les choses. Puis mon oncle Frank a appelé. Il n'a laissé aucun message, il a juste raccroché. Même ma cousine Shelby a envoyé un SMS, quoi que tu aies dit au mariage, ça devait être dit. Je n'avais pas prévu ça comme ça. Je n'y suis pas allé pour mettre le feu à tout. Mais une fois que j'ai vu leur visage, entendu ces discours, regardé comment ils me laissaient de côté comme si j'étais un parent éloigné qui s'incrustait au buffet, tout est sorti, net et précis. Une semaine s'est écoulée. 2. Je n'ai pas contacté. Je ne me suis pas présenté au bureau. Puis, un matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était un des investisseurs de longue date de la firme, quelqu'un qui connaissait mon grand-père, qui avait toujours une participation silencieuse dans l'entreprise, même s'il n'avait pas touché une feuille de calcul depuis des années. Il m'a demandé si on pouvait se rencontrer. On l'a fait, dans un restaurant du centre-ville. Pas de costume, pas de papier, juste du café et des questions directes. J'ai entendu dire que tu étais dehors, a-t-il dit. Il semblerait. Ton père a poussé des accords que nous n'avons pas approuvés. Coupant de vieux accords, prenant des risques qui ressemblent plus à des manœuvres pour prouver qu'il est toujours aux commandes qu'à de bonnes affaires. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas surpris. Je connais ta famille depuis longtemps, a-t-il poursuivi. Je me souviens de toi courant dans ce bureau en basket. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu écoutes. Il m'a dit que lui et 2 autres personnes prévoyaient un vote pour restructurer le conseil d'administration. Il y aurait de la résistance, bien sûr, mais si j'étais prêt à m'impliquer, pas émotionnellement, mais stratégiquement, il y avait une réelle chance qu'on puisse changer les choses. Pas seulement me faire revenir, mais me mettre aux commandes. Ce n'est pas la vengeance qui m'a fait dire oui. C'était la clarté. Pour la première fois, je pouvais voir une version de ma vie où je ne tournais pas autour de ma famille, à attendre leur approbation. Je ne voulais pas les détruire. Je ne voulais juste plus avoir besoin d'eux. J'ai commencé lentement, je me suis présenté aux réunions, j'ai discrètement rassemblé des chiffres, j'ai posé des questions devant des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être questionnés. La résistance a été immédiate. Mon père a fait semblant de ne pas me remarquer au début, comme si j'étais juste un autre fournisseur dans la pièce. Puis il est devenu froid, dédaigneux, sarcastique. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé faire son numéro. Et j'ai laissé les autres voir. Je ne planifiais pas de vengeance. Je posais des fondations, parce qu'une partie de moi savait que quand ça finirait par craquer, ce ne serait pas moi qui lèverais la voix. Ce serait lui. Et quand ça arriverait, j'aurais déjà le levier. 3 semaines après mon retour discret, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas. C'était de Jared. J'ai laissé sonner la première fois et la deuxième. Au 3e appel, j'ai décroché surtout par curiosité. Il a commencé en disant « Écoute, je n'appelle pas pour me battre.
Je n'ai rien dit. Il a continué, Belle est en spirale. Elle est persuadée que tu essaies de ruiner sa vie. J'ai failli rire. Il a fait une pause comme s'il décidait s'il devait continuer. Puis il a dit, elle a été renvoyée de son travail. Ça, je ne le savais pas. Apparemment, elle avait utilisé la carte de son entreprise pour payer une partie de la facture de la salle de mariage, pensant qu'elle la rembourserait avant que personne ne le remarque. Quelqu'un l'a remarqué. Ce n'était pas son premier avertissement. Ils l'ont laissé partir discrètement. Et maintenant, elle pense que tu l'as dit, a-t-il ajouté. Je ne savais même pas, ai-je dit. Eh bien, elle se désintègre. Je ne m'en souciais pas autant que je le pensais. Je lui ai dit que si elle avait besoin de quelqu'un à blâmer, elle devrait se regarder dans le miroir, pas vers moi. Il n'a pas argumenté, il m'a juste remercié d'avoir décroché et à raccrocher. Je n'ai parlé de l'appel à personne, même pas quand j'ai rencontré à nouveau les investisseurs 2 jours plus tard. On avait les chiffres de notre côté. 3 membres du conseil d'administration étaient prêts à voter pour destituer mon père de son poste de PDG, invoquant une mauvaise gestion et un conflit d'intérêts. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à prendre la relève, pas en tant que figure de proue, mais avec toute l'autorité. J'ai dit oui. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que quelqu'un avait fourni des informations à mon père, une fuite. Je l'ai découvert le lendemain matin à 6h47 quand ma mère s'est présentée à ma porte. Pas d'appel, juste elle debout là avec son trench coat tenant un café que je n'avais pas demandé. « Je sais ce que tu fais », a-t-elle dit. Je suis au courant du vote. Je l'ai laissée entrer surtout parce que je ne voulais pas que les voisins la voient se disputer sur mon perron. « Tu vas tout détruire juste pour prouver un point », a-t-elle dit. « Non, lui ai-je dit. Je vais réparer ce qu'il a cassé pendant des années. »« C'est ton père », a-t-elle rétorqué. « Et j'étais son fils », ai-je répondu. Ça ne l'a pas empêché de me couper la seconde où ça l'a fait se sentir puissant. Elle n'a pas argumenté contre ça, elle s'est juste assise à mon comptoir de cuisine comme si elle était chez elle. Puis elle a lâché la deuxième surprise. Il a eu un accident vasculaire cérébral hier. Mineur, mais réel. Il ne voulait pas que tu le saches. Pendant une seconde, je ne savais pas quoi ressentir. Ça ne s'est même pas enregistré correctement, comme si mon corps avait entendu les mots mais refusait de réagir. J'ai demandé s'il était à l'hôpital. Il est à la maison. Le conseil d'administration ne doit pas le savoir, a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas là en tant que ma mère. Elle était là en tant que son mandataire. Elle voulait que je reporte le vote. Leur donner le temps de couvrir ça, de le tourner à la sympathie. Tu veux que je le protège, ai-je dit. Oui. Je l'ai regardé. Pendant une seconde, j'ai pensé à la façon dont elle me préparait mes déjeuners pour l'école, comment elle s'asseyait près de mon lit quand j'avais de la fièvre. Puis je me suis souvenu de son chuchotement à la fête prénuptiale, ne sois pas sensible. C'est juste sa façon d'être. J'ai pris ma décision à ce moment-là. Le vote aura lieu comme prévu, ai-je dit. S'il est trop faible pour y faire face, alors il ne devrait pas être aux commandes. Elle s'est levée, a laissé tomber le café sur le comptoir et est sortie sans dire un mot de plus. Elle n'a pas claqué la porte. Elle n'en avait pas besoin. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était mon grand-père. Fais-le, a-t-il dit. Quoi que tu prévois, finis-le. Le vote n'a pas été dramatique. Pas de cris, pas de discours de dernière minute, juste des mains levées, des yeux fixes, du silence entre les noms. 3 pour, 2 contre. Mon père a été officiellement destitué de son poste de PDG. Le président a fait un signe de tête vers moi avant d'annoncer, avec effet immédiat, David assurera la fonction de PDG par intérim. Et juste comme ça, la pièce est passée à autre chose. Tout le monde a commencé à parler des changements opérationnels, des nouvelles priorités, de la planification d'une annonce au personnel. Je suis resté assis immobile pendant un moment, à regarder avec quelle facilité la machine continuait de tourner sans lui. C'était la première vraie surprise, à quel point il y avait peu de résistance, combien de personnes étaient déjà prêtes pour ça. À 16h17, mon père est entré. Pas de coup à la porte, il n'a pas demandé. Il a juste fait irruption dans l'aile de la direction comme si rien n'avait changé. La réceptionniste avait l'air figée. L'assistant de direction a détourné le regard. Il m'a trouvé dans son ancien bureau, assis à ce qui était son bureau,
le même bureau que je nettoyais pour lui quand il laissait des traces de café et éparpillait des papiers partout. Il ne s'est pas assis. Il s'est contenté de me regarder. Petit salopard suffisant, a-t-il dit. Je n'ai pas réagi. Tu crois que c'est fini? Tu crois que tu as gagné? Non, ai-je dit. Je pense que j'ai juste arrêté de perdre. Il a ri, court, amer, laid. Cette entreprise tourne grâce à mon nom. Plus maintenant. Petit ingrat. Je t'ai tout donné. Non, ai-je dit calmement. Tu as tout agité devant moi et tu as appelé ça de l'amour. Sa bouche s'est crispée. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a légèrement vacillé. Je me suis levé, prêt à le rattraper s'il s'effondrait, mais il m'a fait signe de la main, s'est assis sur une chaise d'invité comme si l'air avait quitté son corps. Cette entreprise te dévorera vivant, a-t-il murmuré. Elle le fait toujours. Alors au moins, je saurai pourquoi je suis dévoré. Il a regardé autour de la pièce comme s'il pensait peut-être que quelqu'un arrêterait ça, dirait que tout ça était une blague, rétablirait l'ordre. Mais il n'y avait personne, juste nous. Tu n'es pas comme moi, a-t-il dit. Je sais. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai ouvert le tiroir et j'ai glissé le dossier juridique, la documentation complète du vote du conseil d'administration, les conditions de son licenciement, la révocation de l'accès, même la clause de courtoisie lui permettant de conserver sa pension. Il l'a regardé pendant longtemps, puis s'est levé lentement et est sorti. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Belle. Pas de bonjour, pas de pause, juste du venin immédiat. Tu trouves ça drôle? Ce que tu as fait à papa? Tu crois qu'humilier le rend fort? Je n'ai rien dit. Il est gêné. Il ne peut même plus regarder notre grand-père dans les yeux. Tu sais ce que tu as fait. J'ai arrêté de jouer la comédie. J'ai dit, oh, c'est vrai. Elle a craqué. Tu es la victime. Pauvre David. Toujours à donner. Jamais apprécié. J'ai donné jusqu'à ce que je saigne, ai-je dit. Et quand j'ai arrêté, tu as appelé ça la guerre. Elle s'est tue. Puis elle a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Je vais te détruire. Tu as déjà essayé, ai-je dit. Tu as juste oublié que je pouvais me défendre. Elle a raccroché. Le lendemain matin, notre mère a appelé. Juste sa voix cette fois. Pas de visite. Juste une seule phrase, tu devrais avoir honte. J'ai raccroché. Mais la vraie surprise est venue cet après-midi. J'ai reçu une lettre, une vraie lettre en papier remise en main propre par un des anciens employés. Elle était de mon grand-père. Tout ce qu'elle disait, c'était, tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Ne t'arrête pas maintenant. Garde le nom, mais change ce qu'il représente. J'ai gardé cette lettre dans le tiroir supérieur du bureau. Cette nuit-là, je me suis tenu près de la fenêtre du bureau, les lumières en bas comme une grille de possibilités. Je ne me sentais ni fier ni victorieux, juste stable. Et c'était suffisant. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est installé dans un nouveau rythme. Les gens ont commencé à me traiter différemment. Pas mieux, juste différemment. Comme s'ils n'étaient plus sûrs où étaient les limites. Certains avançaient sur la pointe des pieds, d'autres testaient. Je les ai laissés faire. Je n'avais pas besoin de loyauté. J'avais besoin de temps. J'ai gardé la tête basse et j'ai nettoyé la maison pièce par pièce. Les services obsolètes ont été fusionnés. Le personnel redondant a été discrètement réaffecté. J'ai rétabli d'anciens fournisseurs qui avaient été poussés vers la sortie dans des conditions louches. L'entreprise est devenue plus efficace, plus pointue, plus stable, et j'ai gardé chaque mouvement légal, documenté, et assez ennuyeux pour éviter les rumeurs. Mais Belle ne s'est pas arrêtée. Elle a essayé de susciter la sympathie en ligne, a affirmé que j'avais saboté le mariage, a répandu des histoires sur le fait que j'étais émotionnellement abusif en tant que frère, égoïste, jaloux. Quelques personnes l'ont cru, principalement son cercle d'amis qui avait toujours détesté que je ne la traite pas comme une reine. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais les reçus, chaque facture, chaque email, chaque transfert. Je n'ai rien envoyé au public, rien à la presse, juste assez à notre équipe juridique pour l'avertir discrètement qu'elle marchait sur une corde raide. Après ça, elle s'est tue. Nos parents, cependant, étaient plus difficiles à lire. Ils ne sont pas venus, ni pour des réunions, ni pour les fêtes,
mais ils n'ont pas non plus soutenu Belle de la façon dont je m'y attendais. Quelque chose avait changé entre eux, pas seulement envers moi, mais envers elle aussi. Elle était devenue un fardeau, et je pense que pour la première fois, ils ont réalisé qu'elle n'avait pas de bouton d'arrêt, pas même pour la famille. Puis mon père s'est présenté à nouveau, pas chez moi, au bureau. Il a attendu devant le bâtiment un vendredi soir. Je l'ai vu en sortant. Je pensais qu'il dirait quelque chose de dur, qu'il recommencerait, qu'il essaierait de récupérer quelque chose, mais tout ce qu'il a dit, c'est « Tu veux aller boire un verre ?» Nous nous sommes assis dans un bar à 3 pâtés de maison. Il a commandé du whisky. Je n'ai rien commandé. Il ne s'est pas excusé. Ce n'était pas son style. Mais il n'a pas menacé non plus. Tu avais raison, a-t-il finalement dit. Tu étais juste plus tôt que je n'étais prêt à l'être. Je n'ai rien dit. Je ne vais plus me battre contre toi, a-t-il ajouté. Mais je ne vais pas faire semblant qu'on va bien. Je n'ai pas besoin que tu fasses semblant, ai-je dit. Ne te mets juste pas en travers de mon chemin. Il a hoché la tête une fois, a fini son verre, puis est parti. La vraie fin est arrivée 3 semaines plus tard. Mon grand-père est mort paisiblement dans son sommeil. Ma grand-mère m'a appelé, la voix calme mais brisée. J'étais la première personne qu'elle ait appelée. Les funérailles ont été discrètes, et l'église était bondée. Belle est arrivée en retard. Ma mère s'accrochait au bras de mon père comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Et quand ils ont demandé si quelqu'un voulait prendre la parole, je me suis levé, mais je n'ai pas parlé de l'entreprise ou de mon père ou de ma sœur. J'ai parlé de la façon dont mon grand-père m'apprenait à jouer aux échecs, comment il me laissait gagner jusqu'à ce que je sois assez bon pour gagner par moi-même. J'ai parlé du silence entre les coups, comment il disait que le silence était l'endroit où on découvrait qui on était vraiment. Après l'enterrement, ma grand-mère m'a remis une enveloppe scellée. C'était son testament. Il avait transféré ses actions discrètement, il y a des mois. Tout m'était transmis. Chaque dernière action. L'entreprise était à moi officiellement, légalement, définitivement. Mon père n'a pas dit un mot. Ma mère avait l'air d'avoir reçu une gifle. Belle s'est mise à pleurer et est partie avant la dernière prière. Je n'ai pas célébré. Je n'ai appelé personne. Je suis juste retourné au bureau le lendemain matin, je me suis assis au bureau et j'ai ouvert les fenêtres en grand, j'ai laissé entrer le silence, j'ai laissé la paix rester. Et puis j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau à partir du sol sur lequel il pensait que je ne me tiendrais jamais. Je ne sais pas s'il y aura d'autres choses à raconter après ça. Peut-être qu'un jour, ils comprendront. Peut-être pas. J'ai arrêté d'attendre des excuses et j'ai commencé à apprendre à vivre sans en avoir besoin. L'histoire pourrait se terminer ici. Ou peut-être que quelque chose d'inattendu me ramènera dedans. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est là que je la laisse. Merci à tous ceux qui ont tenu le coup pendant tout ce temps.